de choisir la matinale de la Une. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le premier numéro de cette semaine. Les chroniques habituelles du lundi seront au rendez-vous. Sport et tendance avec Ban et Toubmané. Un invité en plateau également jusqu'à 8h. Dans un petit moment, Alioune Badara Khan vous présente son profil complet. Vos réactions et commentaires, nous les attendons sur nos différentes plateformes digitales et notamment sur la page Facebook RTS1. Les capsules de ce lundi, c'est la gym avec le coach Tandara qu'on retrouve dans un petit moment. Et puis après 7h30, je vous inviterai à regarder le bulletin d'info de votre matinale Quinqueliba, le tout en images. Le sommaire est complet. Merci encore une fois de votre fidélité. Bon matin à toutes et à tous et à tout de suite en studio. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Merci de rester fidèles au rendez-vous avec Quinqueliba, la gym. Nous y sommes en ce moment avec le coach Bou dans sa gym personnalisée. Alors le lundi, vous connaissez, avec le cardio, évidemment, le cardio. Le lundi, le challenge, le vendredi. Mais nous en sommes en ce moment au cardio et c'est une gym personnalisée avec le coach Bou. Mesdames et messieurs, encore une fois, regardez bien la répétition, j'ai l'habitude de dire, elle est pédagogique et encore une fois, le battle au menu, mais aussi le step. Alors, c'est avec qui? La gym personnalisée et le coach Bou, tout de suite, qui va prendre la parole pour ce cardio du lundi. Bonjour mesdames et messieurs, nous revoici en tout début de semaine. On vous dit un coucou, un bonjour à vous qui nous suivez sur notre télévision nationale. Donc aujourd'hui on est là, comme tous les lundis, vous présenter plutôt le cardio du lundi que vous savez bien, qui débute notre semaine. On va vous présenter juste des exercices faciles, classiques, avec des options moins avancées que vous pouvez faire à la maison si vous avez bien sûr le battle rope et en même temps un step à la maison. Vous pouvez faire du cardio similaire à ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Vous savez, en tout début de semaine, c'est bien de booster son énergie, son humeur de faire de l'activité durant la semaine. C'est ça qui est l'essentiel. Et de ce fait, on vous propose ce qu'on appelle le cardio du lundi. Très rapidement, dans nos prestations, vous allez nous suivre. Merci, à tout à l'heure. Allez, et ça tourne avec le battle qui va ouvrir ce cardio du lundi, le coach Bou, avec cette double corde, mesdames et messieurs. Ça va en tout cas faire bouger les deltoïdes et toute la coiffe de ces rotateurs. Alors là, ça fait vraiment du bien. Allez, la gym personnalisée et ce sera maintenant le step, avec le step, voyez, le coach Bou, évidemment, avec de petites pompes. C'est vrai que là, évidemment, on va penser aux pompes classiques, mais aussi les pompes sautées. Mais là, évidemment, mesdames et messieurs, alors voyez, ici, c'est là véritablement la station écartée avec les jambes qui ouvrent et qui ferment. Allez, et c'est donc le battle qui reprend avec une très très belle figure. Regardez, c'est vrai que lorsque ça se serpente, c'est vrai que ça devient assez ludique. Allez, la petite récupération, le temps de retrouver la plateforme et de poursuivre avec le coach Bou. C'est vrai que ça fait un tout petit peu de squat, comme on dit, évidemment. C'est vrai que les articulations et les muscles qui vont beaucoup travailler. Allez, beaucoup de faisceaux musculaires, c'est vrai que les muscles abdominaux, évidemment, mais aussi quand on pense aux membres supérieurs, alors là, ceci, un magnifique travail qui se termine, mesdames et messieurs, par l'étirement. Ah oui, l'étirement, j'ai l'habitude de dire un volet très très important pour l'entraînement. Ça vous permet, en tout cas, mesdames et messieurs, de vous relâcher et de revenir en meilleure forme. Allez, coach Bou, c'est à vous maintenant. Vous avez vu comment ça s'est enchaîné les exercices. C'était juste la présentation du cardio. On vous dit très rapidement à demain, Inch'Allah, pour nos prochaines capsules. Merci. Voilà, merci coach Bou. Merci encore une fois à vous, chers téléspectateurs, qui suivez votre télévision nationale, où que vous soyez dans le monde.
encore une fois, j'espère que ça vous a plu, cette capsule. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée et à demain, Inch'Allah. Et ce sera avec le même plaisir que nous retrouverons bien évidemment le coach Tondara dès demain. L'équipe est installée en plateau. Alioune, comment ça va ce matin? Bien réveillé le week-end, ça a été? Oui. Mon cher Abdulaziz Ban, comment vas-tu ce matin? Ça va très bien. Très bien, bien réveillé. J'ai posé la question à Alioune et tu as répondu oui. Vous étiez ensemble? Non? Si, en esprit peut-être. J'ai voulu l'amener à la natation, mais comme Alioune Badra, le week-end, là, il ne sort pas. J'ai été obligé de reporter ça jusqu'après la Tabaski. Très Parce bien. que mon élève de Thiès, là, ça va être très difficile de Bonjour lui apprendre à Toumane. Bonjour Sarah. Comment vas-tu ce matin? Bien réveillé également et au taquet? Parfait. On va présenter notre invité à nos téléspectateurs maintenant, mon cher Alioune. Alors, nous avons un invité, en tout cas, dont la parole dans le secteur aéronautique, surtout de l'aviation civile, fait foi. Il force le respect de par son CV si prestigieux, machallah. Plus jeune, pratiquement pilote de ligne en son temps à Air Afrique, cette fameuse compagnie qui nous a tellement fait du bonheur, qui nous a rendu fiers, nous Africains. Malheureusement, on connaît un peu sa fin assez difficile et d'ailleurs on reviendra sur cette période-là, cette glorieuse période pour l'aviation civile africaine, mais également sur les déboires de cette compagnie. On doit en tirer des leçons et pour éviter que cela ne puisse arriver à notre pavillon national à nous, donc Air Sénégal. Alors le but du jeu, c'est vraiment de profiter de votre expérience et de voir comment, quelles solutions en tout cas, mettre en branle pour préserver Air Sénégal International. Alors je donne son nom, commandant Ahmed Sek, pilote de ligne et commandant de bord, naturellement. Il comptabilise 16 000 heures de vol, hein, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et donc dans le secteur de l'aviation civile depuis 1975. Et donc avec lui, on reviendra sur la sécurité aéronautique. Est-ce que notre ciel est vraiment sûr? Parce qu'il y a dernièrement ce qui s'est passé avec cet incident qui a touché l'un des appareils donc de transfert, hein, un autre fleuron également national pour le Sénégal, et on se doit de l'accompagner. Et puis sur la relance de Air Sénégal, et puis sur la formation également donc des pilotes de ligne, commandants de bord. Est-ce que la relève semble bien assurée au Sénégal? Donc voilà les questions sur lesquelles nous reviendrons avec notre invité, Cheikh Ahmed Sek, commandant de ligne, pilote de ligne et commandant de bord. Voilà. Dès qu'on a posté votre photo hier sur les réseaux sociaux, et notamment sur la page Facebook RTS1, eh bien, il y a eu énormément de commentaires. Ça veut dire que les téléspectateurs attendent avec impatience cet entretien. Tant mieux. Merci d'être sur le plateau et bonjour d'abord. Bonjour et merci pour cette invitation. Je dois des excuses à M. Kandaol qui m'a invité il y a à peu près un mois, 2 ou 3 jours après l'accident qu'il y a eu. Oui. Malheureusement, j'avais un empêchement, je n'ai pas pu répondre à cette invitation. Vraiment désolé. Donc, je suis très heureux de me retrouver parmi vous. Je suis déjà venu il y a quelques années, je crois, quand il y avait eu les crashs des 2 avions 737 MAX. C'est ça. J'aurais interviewé et ça s'est très bien passé. Donc, je suis sûr que ce sera aussi un bon passage pour moi ici. Et je vous remercie d'avance. C'est un plaisir évidemment de vous avoir avec nous. Quand j'ai vu que vous étiez dans l'aviation civile depuis 1975, ça m'a fait sourire un peu. Certains sur ce plateau n'étaient pas encore nés. Hein. N'étais pas la seule. Même en 75, moi-même, Il se maintient très bien. Machallah, évidemment. Allez, les sujets dans nos différentes chroniques de ce matin. Le sport, on devine. Et Honoré Dame, Toumane. Avec plaisir. Alors ce matin, vu qu'on va vers les fêtes de Tabaski, on voit que les femmes vont vers ces cheveux humains. Le commerce de cheveux humains est malheureusement loin de ces cheveux crépus. On est un peu complexé et aujourd'hui justement nous allons parler de ce marché, de ce commerce entre l'Asie et l'Afrique. Très bien. J'allais dire que le jean est tendance ce matin. Ah oui. Parce que tout est en jean aussi, non? Peut-être c'est une tendance qui revient. Mon cher Ban, sujet de ce matin, sport. On va revenir sur le match entre le Sénégal et la Mauritanie, cette victoire du Sénégal dans ce derby. Donner la parole à Aliou Cissé, qui revient également sur le déroulé de ce match-là. Revenir sur les résultats de la 26e et dernière journée de Ligue 1. Des résultats... actuellement, on est dans l'attente parce qu'on ne sait pas entre on a sorti les calculatrices. Entre le Stade de Mbour et le Casa Sport qui va rejoindre la Ligue 2. On attend toujours les appels au niveau de la commission de discipline. Et puis la 26e dernière journée de la Ligue 2, là où on connaît déjà les 4 équipes qui vont rejoindre
la Ligue 1 et puis les 2 autres qui vont rejoindre la Nationale 1. Parler également de futsal avec le championnat national de U15 clôturé ce dimanche. Très bien. Allez, beaucoup de sujets sport à aborder ce matin également. Je rappelle que nous sommes en direct et que nous attendons vos réactions et commentaires sur nos différentes plateformes digitales. Avant d'en venir aux différentes chroniques et d'interroger notre invité, je voudrais vous inviter à réagir sur d'autres sujets d'actualité. Hier, c'était le 9 juin 2007 et hier, on célébrait en quelque sorte, en tout cas, on rendait hommage à Saint Ben Ousmane parce qu'il est décédé en 9 juin 2007 à l'âge de 84 ans. Le père des aînés était écrivain, réalisateur et scénariste. Et pour lui, le cinéma, c'était de l'engagement. Et on en parle aujourd'hui parce qu'hier, sur les antennes de la télévision nationale, de votre télévision, on a diffusé ce documentaire sur Omar Blondin Diop, documentaire de Diegui Digo. Il l'appelait lui-même le révolutionnaire. Il est décédé, lui, à l'âge de 26 ans. Il disait de lui qu'il n'aimait pas les privilèges, son arrestation, son incarcération et sa mort. Ce documentaire, évidemment, interroge sur tout ça. Film, documentaire, cinéma aujourd'hui pour démarrer ce magazine ce matin. Omar Blondin Diop, Saint Ben Ousmane, que des symboles finalement. Alioune Badara. Oui, je pense que c'est une journée plus que symbolique pour l'histoire du Sénégal, pour son histoire politique et l'histoire de sa cinématographie également, parce que c'est 2 grands messieurs qui ont marqué quand même le Sénégal et qui le marqueront à jamais. Ousmane Sembène, pour ce qui concerne le cinéma, il a été pratiquement le père perçu comme étant, et à juste raison d'ailleurs, comme le père du cinéma africain moderne, celui qui a tout mis en place, celui qui a véritablement décomplexé aussi pas mal de cinéastes et qui s'est réalisé seul, parce que n'oublions pas qu'à la base, il n'était pas cinéaste, il n'avait pas acquis cette formation-là. Il a débarqué en France, plus précisément à Marseille, comme docker. De docker, il est devenu donc l'une des icônes du cinéma africain, pour vous dire ô combien il était. En tout cas, il était plein d'abnégation et très résilient. Et puis également un militant, parce que pour lui, le cinéma, c'était la meilleure façon véritablement de fixer les choses dans les têtes. Absolument. Et que l'Africain puisse se décomplexer et que l'on puisse poser dans l'espace public des débats qui nous interpellent. Et jusqu'à présent, il en a laissé des chefs-d'œuvre qui sont d'actualité. Galawar, on ne cessera jamais de le dire. C'est un film qui nous interpelle jusqu'à présent, une réalisation qui est entrée dans véritablement les annales du cinéma africain, sénégalais, parce que tout peuple africain s'y retrouve, que l'on soit sénégalais, togolais, burkinabé, malien ou autre, parce qu'il dénonce en tout cas les dérives un peu de nos sociétés modernes, ce choc un peu civilisationnel entre l'Afrique et l'Occident, ces Africains-là qui sont peau noire, mais dont la conscience est vraiment plus que proche de celle-là, donc des Blancs. Donc il y a eu beaucoup de thématiques qu'il a abordées, le détournement des deniers publics, l'assistanat, il faut y mettre fin quand même cette politique-là de l'assistanat. Donc voilà des questions sur lesquelles Ousmane Sembène, par exemple, est revenu dans ce chef-d'œuvre-là qu'est Galawar. Donc c'est quelqu'un qu'il faudrait toujours magnifier, offrir un exemple aux jeunes générations. Et je pense que de plus en plus quand même son message commence à être bien entretenu et les Africains apprennent à le découvrir. Parce que malheureusement, beaucoup d'entre eux l'ont découvert sur le tard. C'est un peu ce qui est arrivé à pas mal de nos héros, par exemple Cheikh Anta Diop aujourd'hui. Quand vous allez sur certains sites, vous vous étonnez de voir beaucoup de frères africains clamer leur amour pour le Négus, pour le franc noir, parce qu'ils viennent de le découvrir. Donc ça veut dire qu'on n'a pas su on n'a pas su vendre son image, vendre son discours. Et ça, l'Afrique doit encore une fois faire beaucoup d'efforts par rapport à ces dignes enfants-là que sont Cheikh Anta Diop, Ousmane Sembène. Alors, Blondin également, c'est quelqu'un qui a inspiré pas mal, en tout cas, de jeunes d'alors, dans les années 60. Très brillant, quelqu'un qui était promis véritablement en bel avenir, oui, tout à fait. Académique. Il a laissé tout cela pour revenir au Sénégal, faire du militantisme pour libérer son peuple, parce qu'il voulait véritablement que le Sénégal soit réellement un pays libre de toute domination, parce que c'est un homme de gauche. Et je crois qu'aujourd'hui, son combat n'a pas été vain, parce que plus de 60 ans après, on parle encore de Blondin. Et dans les esprits, il restera ce jeune, éternellement, il restera un jeune, le jeune Sénégalais d'alors engagé pour un meilleur devenir de son peuple. Et je crois que véritablement, c'est une démarche à faire, à saluer, que de voir des cinéastes prendre ces questions-là à bras le corps et essayer de les mettre au cinéma. Et je crois que quand même cela véritablement participe à entretenir notre mémoire collective. Et ça, c'est vraiment quelque chose à saluer. Et puis féliciter ceux-là qui, ici à la RTS, ont accompagné le réalisateur pour que ce film-là soit davantage vulgarisé.
Oui, on a parlé de Sembène Ousmane, on parlait de cinéma militant et je crois que le jeune réalisateur Diegui Digo avec ce film documentaire s'inscrit quelque part dans cette démarche également. La famille, elle, demande la réouverture du dossier parce qu'ils ont véritablement envie de savoir ce qui s'est passé lors de son incarcération, qu'est-ce qui a conduit véritablement à son décès. La thèse officielle, c'est le suicide, mais évidemment, il y a des interrogations autour de tout ça. Et ces films dont tu parlais tout à l'heure, je crois que c'est ce que Sembène a compris. Avec le film, on touche beaucoup plus les masses, mieux qu'avec l'écriture, parce qu'il était écrivain aussi, Sembène Ousmane. Et donc, le réalisateur Diegui Digo disait qu'il faut évidemment diffuser ce film un tout petit peu partout pour que les jeunes puissent davantage savoir qui est Omar Blondin Diop. Et ça aussi, je pense que c'est une démarche importante. Dans les écoles, pourquoi pas, dans nos collèges, un peu partout, que les gens puissent regarder ce film documentaire. Tout à fait, regarder ce film et surtout faire connaître l'homme. Faire connaître Blondin Diop, faire connaître également Ousmane Sembène. Je pense que hier, c'était la journée du cinéma sur la RTS, comme tous les jours. Mais hier, ça nous a beaucoup marqué. Comme disait hier un confrère, Cheikh Thiam, sur la page des jeunes reporters, c'est un festival de vérité sur l'affaire Blondin Diop. À voir le documentaire, on se sent dedans. On se dit aujourd'hui que notre rôle, c'est aujourd'hui de montrer ce qui s'est passé, là où il y a eu des zones d'ombre. On n'a pas compris cette histoire sur Blondin Diop. Aujourd'hui, en faire un film, permettre aux Sénégalais déjà de comprendre ce qui s'est passé, d'avoir une idée de qui était Blondin Diop, mais également de comprendre ce qui s'est passé durant cette affaire-là. Également revenir sur Sembène Ousmane. Sembène, lui, voilà, on va dire aujourd'hui que tout ce qui tourne autour du cinéma et autres, c'est lui, c'est le point de départ. Ousmane Sembène, c'est le point de départ. C'est lui qui a permis aujourd'hui à tous ces jeunes-là, à tous ces réalisateurs-là, de comprendre qu'il faut dénoncer, qu'il faut mettre sur la place publique certaines choses, permettre au Sénégal de comprendre certaines choses qui, hier, ne le comprenaient pas ou bien n'étaient pas diffusées sur les télévisions et autres. Aujourd'hui, grâce au cinéma, grâce aux télévisions, on comprend de mieux en mieux l'histoire du Sénégal et puis c'est grâce également à Sembène Ousmane, honneur à lui. Toumani. Depuis notre plus petite enfance, on a longtemps entendu de gauche à droite des petites histoires sur Blondin Diop. Aujourd'hui, le documentaire, lorsqu'on le regarde, on voit vraiment des proches, des gens qui ont connu la personne, des gens qui ont assisté justement à certains faits et qui les relatent de la plus belle des manières. Aujourd'hui, j'ai entendu Alioune Badara aussi parler de Guelwaar. Je pense que même les faits marquants que Ousmane Sembène a dénoncés dans Guelwaar, on le retrouve des fois, et même surtout un peu dans l'histoire de nos sociétés, mais même celui de Blondin Diop. Et peut-être, disons, apprécier ce documentaire, mais apprécier également lorsqu'on parle d'Ousmane, comment dire, je fais un peu la liaison entre les deux. J'ai mis les deux ensemble. De Ousmane Sembène, oui. On pense au livre Les bouts de bois de Dieu qu'on retrouve au programme. Et on a l'impression que Ousmane Sembène est un visionnaire, mais en plus d'être un visionnaire, il avait compris les mots de la société et pouvait facilement les relater, les mots qui autant étaient, disons, d'actualité et qui le sont encore. Aujourd'hui, bien évidemment. Et c'est pourquoi c'est des films qui traversent le temps, finalement. Que ce soit le mandat, hein. On en rigole, mais il y a également dans le mandat des sujets, aujourd'hui, qui sont d'actualité. On va vers la célébration de la Tabaski. Lisez entre les lignes. Allez revoir le mandat, bien évidemment. Je vous laisse réagir sur le sujet avant de refermer la parenthèse à Medsec. Le cinéma, l'engagement, Sembène Ousmane, Omar Blondin Diop, finalement, avec ce film documentaire de Diegui Digo. Ce sont deux monuments, hein, deux références pour nous tous. On était, à cette époque-là, on a suivi ce qui s'est passé, surtout pour Blondin. Blondin, ça rappelle tellement de choses. Hein, c'était les jeunes qui se révoltaient. Quand on voit ce qui se passe maintenant, on peut comparer en disant que les gens ont envie vraiment de changement, quoi. Et à l'époque, c'était quelqu'un qui était précurseur et qui n'a pas eu peur de s'affronter au système. Et malheureusement, il en est mort. Mais c'est vraiment un exemple à donner aux jeunes aujourd'hui. En ce qui concerne Ousmane Sembène, bon, c'est une référence, comme vous avez dit, écrivain, cinéaste. On le fait tout le temps au cinéma de Ouaga. C'est vraiment quelqu'un qui a su capter notre culture et traduire ça dans son cinéma et nous faire connaître un peu partout.
à l'image, juste avant que vous ne terminiez vos propos, Omar Blondin Diop, ça a permis à certains d'ailleurs de mettre un visage sur son nom, parce que le nom on le connaît, mais le visage maintenant, je pense qu'avec ce film documentaire diffusé hier, beaucoup ont pu mettre un visage sur son nom également. Merci à la réalisation qui nous a accompagnés dans cette petite parenthèse. Et rappelez qu'en 2023, c'était le centenaire de Sembène Ousmane et ça a été célébré un tout petit peu partout. C'est important qu'on s'inscrive dans cette dynamique constamment. On avance sur le conducteur, on passe à la une des quotidiens de ce matin. Il est 6h58. On va démarrer avec la une du quotidien de service public. Le Soleil, ce matin, on nous parle de foncier à la une. Le foncier, l'autre crise casamançaise, source de différends dans la partie sud du pays, avec quelques chiffres notamment. 26 litiges fonciers, dont 4 liés au problème de lotissement, 9 au problème de délimitation, 6 entre particuliers et 7 autres à des conflits communautaires tout simplement qui sont enregistrés à l'heure actuelle. La une de quel quotidien est venue ce matin? J'étais au Soleil, oui, tout à fait, c'est ça, avec le foncier, l'autre crise casamançaise, c'est le titre qui barre la une du quotidien de service public ce matin. On poursuit avec la une du quotidien Yor-Yor, si on l'a. Avec Ousmane Sonko, en vérité, pas de pardon pour les auteurs de malversations financières. Ce sont ces propos qui sont repris à la une du quotidien Yor-Yor ce matin. Nous risquons de ne pas avoir d'opposants. La reddition des comptes sera une réalité. La presse ne peut pas avoir plus de liberté que les citoyens sénégalais. Retrouvez l'intégralité justement du discours d'Ousmane Sonko dans les colonnes du quotidien Yor-Yor au parc 4, 5 et 6. On passe à la une du quotidien. La Tribune, après Alioune Guy Marius Sagna avertit le régime. On a changé de président, de Premier ministre, de directeur, mais le système est encore là, dit-il. Dans les tribunaux, les mêmes procureurs qui m'ont envoyé en prison à 6 reprises sous Macky Sall sont toujours en poste, dit-il. À la une du quotidien, Besby le jour, cette fois-ci, Sonko au Grand Théâtre, mise en scène, peut-on lire comme titre à la une de Bess le jour ce matin. Et nos confrères reviennent justement sur quelques propos du Premier ministre Ousmane Sonko. Ces effacements de dettes de la presse, c'est fini. Le rapport sur le Prodac qu'on me cachait est sur la table, renseigne-t-il. On va balayer ceux qui sont là et mettre les vrais magistrats, dixit Ousmane Sonko. Sud Quotidien qui revient également sur cette actualité en meeting hier. Les propos d'Ousmane Sonko. Sonko qui promet des suites judiciaires, mort de manifestants, crimes et tortures lors des événements de 2021 à 2024. C'est à la une donc de Sud Quotidien. L'info maintenant sur un tout autre sujet. On nous parle d'endettement. Diomaye sur les pas de Macky, peut-on lire à la une du quotidien L'info de ce matin. Le Sénégal a sollicité le marché des eurobonds les 3 et 4 juin dernier pour un montant global de près de 450 milliards de francs CFA. Ça, c'est plutôt l'info. Quand Pastef ravale son vomi, c'est la une qui bat la une. On a 2 quotidiens l'info ce matin. Décidément. Est-ce qu'ils nous ont fait 2 parutions? Celui de ce lundi 10 parle plutôt d'endettement, c'est ça. Diomaye sur les pas de Macky. Un sujet d'actualité plutôt financière, j'allais dire. Allez, on poursuit avec la une du quotidien Source A. Les opérateurs se confessent ce matin dans les colonnes de ce quotidien d'information générale. Refus des banques de délivrer des lettres de garantie aux opérateurs privés endettés jusqu'au cou. Retard dans la mise en place des engrais et des semences. Là, c'est l'agriculture, bien évidemment. Moudou Fall, président de la Fédération nationale des opérateurs privés actifs dans la commercialisation arachidière, déclare ceci. Les banques refusent les lettres de garantie car l'État nous doit 91 milliards de dettes. Et puis à la une également, les propos d'Ousmane Sonko qui était en meeting hier. Nous allons balayer tous les magistrats corrompus d'ici peu de temps pour prendre de vrais magistrats. L'UMS appréciera ces attentats, dit-il. On poursuit avec la une de quel quotidien? Le sport, je pense, cette fois-ci. C'est Stade pour terminer justement la revue des titres de ce matin. Ça, c'est un vieux journal. Obligation de victoire à Nouakchott. Ça, c'est celui du vendredi. Ce matin, eh bien, la victoire, on sait déjà qu'on a gagné. Les Lions sauvés par Mendy et Diallo, puisque c'est Diallo qui marque
Et c'est véritablement Mendy qui nous permet de ne pas encaisser. C'est l'homme du match, hein, on peut le dire. Si vous avez regardé. Avec de la revue de vendredi dernier, là. Oui, qui s'est mélangé à celle de ce matin. c'est ça. Bon, très bien. Ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Et puis, cet hommage qui a été rendu également à Lamine Diack par Kids Athletic à retrouver dans les colonnes de stade de ce jour. Je referme la revue des titres et on va avancer sur le conducteur et passer donc à la chronique sport, puisqu'on a fini avec un quotidien spécialisé en sport. Le sport, c'est juste après ceci avec Abdulaziz Ban. Alors, mon cher Abdulaziz Ban, ce matin, le sport, on commence avec la petite victoire. Bon, elle est précieuse quand même. Hein, c'est 3 points. Hein. Contre la Mauritanie. C'est 3 points, c'est précieux. La victoire du Sénégal dans ce derby face à la Mauritanie sur le score d'1-0. Un but inscrit par Habib Diallo a suffi au bonheur des Lions du Sénégal pour remporter ce match. Nous allons suivre ce résumé signé Fatoumata Sabane. Une victoire 1-0 devant la Mauritanie. Une victoire qui remet le Sénégal sur orbite dans ce groupe B des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Lions s'imposent et remportent le derby sous-régional sur la plus petite des marques face au Mourabitoun. Un but de Habib Diallo sur une passe lumineuse réalisée par Pape Matar Sarr à la 27e minute. Habib Diallo qui permet aux Sénégalais de mener par 1-0 dans ce match. Les Lions font l'opération rachat après le nul à Dakar face à la RDC. Un match pourtant bien démarré par les Mourabitoun. Ils ont eu les meilleures occasions en début de rencontre. Le capitaine Lamine Ba et ses coéquipiers vont ensuite subir l'offensive sénégalaise, la maîtrise du milieu de terrain par les Lions. La bande à Idrissa Gana Gueye se montre plus percutant et plus audacieux et réussit à percer la défense mauritanienne avec cette passe venue de la partie gauche du terrain par Pape Matar Sarr. Habib Diallo de la tête surprend Babacar Niasse. Avec un Edouard Mendy des grands jours, les Lions ont pu sécuriser leur score dans un stade archi-plein pris d'assaut par les inconditionnels des deux sélections. Mais avec cette 3e défaite et un match nul, les Mourabitoun restent en bas du classement dans ce groupe B. Et le Sénégal qui reprend provisoirement la tête de ce groupe en attendant le match qui va se jouer mardi entre le Soudan et le Sud-Soudan, tout simplement. Ça promet. Hein. La réaction d'Aliou Cissé Aliou Cissé en conférence de presse d'après-match est revenu sur cette victoire du Sénégal. Pour lui, l'essentiel est fait, c'était de remporter les 3 points, nous l'écoutons. C'était important de venir gagner aujourd'hui ici. On était venu avec l'intime conviction de pouvoir gagner et emporter les 3 points, comme vous le dites, et se relancer dans ce mini-championnat. C'est fait. Je veux vraiment féliciter tout l'ensemble des joueurs, le staff, tous les gens qui ont travaillé pour que cette victoire se réalise. Nous sommes très contents. Ça a été un match de fin de saison. Les matchs de fin de saison, c'est très compliqué. Les joueurs ont joué pratiquement entre 40 et 60 matchs, 68 matchs. Donc vraiment féliciter le groupe Sénégal, féliciter nos joueurs dans leur mentalité, dans leur patriotisme, dans l'amour qu'ils ont pour ce pays-là, pour se battre tout le temps. Donc vraiment, on est satisfait de ces 3 points-là. Vous savez, chaque entraîneur, son désir, c'est d'abord gagner. Voilà, donc nous, on était venus ici, on sait que le contexte était difficile. On n'était pas venu ici pour jouer du bon football ou bien avoir un contenu. On était venu pour apporter les 3 points. C'était la seule chose qui était importante pour nous. Contre la RDC, le contenu était bon. Mais comme vous le voyez, on avait fait match nul. Aujourd'hui, je ne dirais pas que le contenu n'a pas été bon, mais en face de nous, il y avait aussi une équipe qui venait de sortir d'une défaite, qui joue devant son public, qui nous a causé effectivement beaucoup de problèmes. C'est une place difficile ici. Hein. Donc j'espère que la détermination qu'ils ont mis dedans, l'envie qu'ils ont mis contre nous, ils les mettront face à toutes les autres équipes. C'est une très belle équipe de la Mauritanie. J'en profite vraiment pour les féliciter et puis surtout les encourager parce que c'est un pays qui est en train de se développer. Je suis venu ici plusieurs fois à Nouakchott, donc je vois bien sûr que le travail qui a été fait. Je félicite aussi l'entraîneur et les joueurs. Donc oui, la Mauritanie nous a causé énormément de problèmes. Mais on n'en attendait pas moins que ça, on le savait. Voilà, donc comme le disait l'autre, un homme averti en vaut 2, donc on était averti en venant ici. Retour en plateau.
Bon, sur les 2 matchs, on prend 4 points. Ouais. C'est pas mauvais. Ouais. Mais on aurait pu prendre les 6 points si on avait gagné chez nous. On aurait pu. Si on avait gagné contre la RDC, mais on a obtenu un point du nul, surtout encaissé un but à la 86e minute. Parce que des erreurs également, hein, parce qu'on a sorti un Gana Gueye étincelant durant ce match-là. On l'a vu hier, l'un des meilleurs joueurs sénégalais sur la pelouse avec Mendy et Habib Diallo. Gana, tu le sors. Et puis Pathé qui entre, qui ne fait pas le même job. Et on a été obligé de prendre ce but-là. Mais hier, on a vu quelques rectificatifs. Et là, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire le Sénégal qu'on a connu jusqu'en 2022, jusqu'en 2023, s'il te plaît, excuse-moi de te couper, à la CAN, ce Sénégal qu'on a vu dans les phases de poule. J'ai l'impression que depuis... Maintenant, quand on a peur de rencontrer la Mauritanie, ça devient grave. On a peur de rencontrer ces équipes-là. Ces équipes qui avaient peur de nous rencontrer. Moi, j'ai dit que je ne veux plus véritablement... le stress, c'est ce qui emmène les AVC. Parce que là, ça ne va pas. Est-ce qu'on n'est pas en fin de cycle? Oui, mais quel cycle? L'équipe à vie. Est-ce que c'est l'équipe? C'est tout un tout. Hein? Parce qu'il y a à l'équipe, il y a le capitaine de bord. Le coach, c'est lui qui décide de tout. Alors, il faut que la direction technique d'abord prenne ses responsabilités. Parler au coach pour lui dire, quand Sadio Mané sort, pour te dire aujourd'hui, on n'a pas compris, il n'y a pas de système, c'est un autre système qui pose problème, il y a problème. Quand les joueurs, des discussions qui devaient rester dans les vestiaires sortent ça se dit devant la presse, il y a problème. Donc, il y a problème, mais quelle réaction finalement de la direction technique? Non, c'est vrai. Moi, ce matin, j'avais dit que je n'allais même pas commenter cette actualité parce qu'il n'y a pas ce qu'on n'a pas encore dit, il n'y a pas ce que les consultants n'ont pas dit. On a l'impression qu'on voit tous la même chose, sauf les personnes qui sont véritablement concernées. On a l'impression qu'on voit les problèmes, mais on est les seuls à les voir. C'est ce que je ne comprends pas. Sur les réseaux sociaux, je pense que personne n'a envie de se réveiller tous les jours et de se voir critiquer tout le temps. Et les critiques, il y en a de plus en plus par rapport au coach, par rapport au système qu'ils mettent en place. Il y a lieu de s'arrêter et de s'interroger. Il faut faire quelque chose. On va vers une CAN encore très compliquée. On l'a rappelé. On n'est pas sûr de passer pour le mondial non plus. Hein. C'est pas fini. Pour le mondial, il y aura 2 autres matchs au mois de mars prochain. Donc, en attendant, si la CAN n'est pas reportée à 2026, il y aura encore cette Coupe d'Afrique-là. Ça va être très difficile pour le Sénégal aujourd'hui de jouer contre n'importe quelle équipe. Au niveau de ces équipes-là. Pourquoi? On a les joueurs qu'il faut, on a d'excellents joueurs, on a du talent, on a des jeunes qui sont revenus dans toutes les catégories, on est bon. Donc c'est quoi la difficulté alors? Dans le management. Sadio Mané a parlé de système, mais le management aussi, ça pose problème. Pas que ça ressemble à de l'acharnement, mais vraiment ça fait mal. Hein. Moi, je vais revenir sur le match entre le Sénégal et la Mauritanie. J'ai suivi juste quelques minutes et j'ai été vraiment pas convaincue du jeu que l'équipe avait présenté. Même lorsque j'ai entendu que oui, on a mis un but, j'étais beaucoup plus découragée parce que je me suis dit peut-être qu'ils vont revenir au score. En tout cas, ce que j'ai vu pendant les premières minutes, je me suis dit que ça allait pas le faire. Et même avec le score final, c'est vrai que 1-0, oui, on a gagné, mais pour moi, selon moi, je ne minimise pas l'équipe de la Mauritanie, mais selon moi, le Sénégal devrait minimum face à la Mauritanie, mettre 2 buts et minimum ne pas prendre de buts. On n'a pas pris 2 buts, mais normalement, c'est mon avis, hein, on devrait au moins avoir 2 buts face à la Mauritanie. Aujourd'hui, des équipes comme l'Égypte ou le Maroc, etc., en regardant ce match-là, justement, vous avez parlé de peur. Justement, ils vont se dire si la Mauritanie et le Sénégal font un score de 1-0 en faveur du Sénégal, vraiment, le Sénégal est maintenant une équipe qui... La Gambie a gagné par 5-1, 5. Cameroun 4. Et ça me rappelle un peu justement cette défaite face à la Côte d'Ivoire. Alors, on devait revenir pour montrer que c'était une erreur face à la Côte d'Ivoire, mais là, on est en train de confirmer que ce n'est plus une erreur, mais qu'on est en train d'être déstabilisé progressivement et que si on continue comme ça, ce sera de pire. Est-ce que vous vous rendez compte qu'Edouard Mendy contre le Togo était également homme du match? Contre la Mauritanie aussi, on peut le considérer comme l'homme du match. Quand le gardien devient homme du match, il y a problème. Il n'y a pas de petite équipe en Afrique. C'est vrai, toutes les équipes, mais je crois que dans le classement, ça qu'on le veuille ou pas, il y a des favoris. Donc on a un rang à faire respecter. Et c'est ce qui fait qu'on se pose beaucoup de questions aujourd'hui, véritablement. J'avais dit que je n'allais pas commenter, mais c'est plus fort que moi. Allez-y, Ahmed Seck. C'est vrai
On a connu tellement de bonheur avec cette équipe-là, avec ces dernières années, mais c'est comme une fin de cycle. Un peu l'usure de l'entraîneur, il était bon, il est même très bon, mais il y a un problème d'usure qui se pose. Peut-être son entourage aussi qui n'intervient pas suffisamment pour lui suggérer quelques solutions. Quoi. Nous, ce qu'on voit d'ici, on a l'impression qu'il n'y a que nous qui le voyons. Quoi. On voit pourtant des erreurs graves. Alors qu'on a les meilleurs. Hein. Voilà. Par contre, moi, c'est la tête d'Alune qui me... Non, Alune, vas-y. Vraiment, j'adore la tête qu'Alune. Non, je crois qu'on essaye tous d'être très gentils en se disant, bon, chacun aime cette équipe et a envie de donner le meilleur. Mais il faut savoir... Ce n'est pas à nous de décider quand le coach doit partir ou pas, est-ce qu'il doit partir, à quel moment exactement. Ça, c'est le staff, c'est la direction technique qui regarde exactement. C'est ça. C'est ça. Non, ça, nous, on n'en est pas là. Ce qui est sûr, tôt ou tard, Aliou Cissé ne va pas rester éternellement sur les bancs de cette équipe. Il nous a beaucoup donné. S'il décide de rester, il sait qu'on attend beaucoup de lui, bien évidemment, et que le peuple est très exigeant et que c'est tout à fait normal. S'il décide de partir également, ce sera son choix et on va respecter dans tous les cas cela parce qu'on a beaucoup d'affection pour lui. Et moi, je ne voudrais pas que lorsqu'on arrivera là, que ça se passe mal. Il faut que ça se passe très bien, il faut que ce soit autant dans la joie, en tout cas, que ce qu'il nous a apporté avec cette première Coupe d'Afrique des Nations qu'on a eu à gagner. Mais aujourd'hui, l'équipe souffre et il faut le dire. Tout le monde souffre. Alioune. Bon, il faut le dire, moi je l'ai dit depuis. Non, on n'arrête pas de le dire en fait. On n'arrête pas de le dire. Il faut faire quelque chose. On ne peut pas rester comme ça. N'est pas souverain face à ses adversaires, surtout les supposés faibles. Parce que, on se souvient, tu as parlé du match contre le Togo. Je pense que ce fut un nul miraculeux pour le Sénégal. Oui, Mendy était homme du match contre le Togo. On avait pris congé de nos frères togolais sur un score lourd pour le Sénégal. Cela n'aurait pas été une surprise pour ceux qui ont suivi ce match-là. Donc ça a été vraiment un signal d'alerte extrêmement inquiétant. On revient encore à faire d'Edouard Mendy le meilleur homme du match sur 2 matchs face à des adversaires supposés faibles. Ça veut dire que nous n'assurons plus la maîtrise du jeu. Ça veut dire qu'il y a un souci, quoi. D'énormes soucis d'ailleurs. Est-ce que c'est Sadio, l'absence de Sadio qui... c'est pas ça. Sadio a joué les autres matchs. Le coach mauritanien, il a dit lors du point de presse d'avant-match, en disant, et en toute humilité d'ailleurs, que c'est vrai, ils vont essayer de se battre contre le Sénégal, mais le Sénégal, aujourd'hui en Afrique, a la possibilité, le potentiel d'aligner 2 à 3 équipes nationales. Et les chiffres lui donne raison. Quand vous voyez la profondeur de notre banc, quand vous voyez ceux-là qui n'ont pas encore été appelés, ceux qui toquent à la porte de l'équipe nationale du Sénégal, on se dit qu'on a encore une fois un excellent matériel pour au moins faire du jeu ou bien pour être au moins beaucoup plus souverain et ne pas donner des sueurs froides aux supporters. Quoi. Parce que, et puis, quand vous êtes le Sénégal, vous jouez devant un adversaire comme la Mauritanie. C'est vrai que la Mauritanie est en pleine ascension. Il ne faut pas également penser que c'est une équipe aujourd'hui qui va se contenter de jouer les seconds rôles. La preuve, c'est la Mauritanie qui a éliminé l'Algérie. L'Algérie que le Sénégal est incapable de battre. L'Algérie qui d'ailleurs a été battue encore à domicile par la Guinée. Sur 4 rencontres, je rappelle encore une fois, Aliou Cissé a perdu face à l'Algérie. Sur 4 rencontres d'affilée, sur le même score. Là où 1-0. au moins gagne devant l'Algérie. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Ça, il faut qu'il se remette en cause. Quoi. Donc, quand vous êtes à la tête d'une équipe nationale, il ne faut pas penser que vous avez que voilà, vous avez finalement tout le savoir-faire, que vous ne devez pas recevoir de critiques. Les critiques que certains font, c'est vraiment pour la bonne marche des choses. On aime tous. C'est notre pavillon à nous tous, c'est notre image à nous tous. Quoi. Mais il y a des choses à revoir, des correctifs à apporter pour que la mayonnaise puisse mieux prendre, pour que le Sénégal soit beaucoup plus souverain dans le jeu. Moi, c'est ça mon souci. On manque de souveraineté dans le jeu. Quand on joue, les supporters sont vraiment couverts de cieux. N'est-ce pas? On a peur. Et donc, brutalement, on devrait y apporter des correctifs. Heureusement, croisons les doigts, on a pu nous en sortir avec au moins les 3 points. C'est bien. Okay. Bon, ça, c'était les images du match Sénégal-Togo aussi, où, comme je disais, vous avez pu voir les clean sheets d'Edouard Mendy qui nous ont véritablement sauvés. C'est lundi, je n'ai pas envie que les gens soient déprimés, quoi, vraiment. Il faut qu'on soit sur une belle dynamique. Ça fait mal. Nous avons les 3 points, c'est ça l'essentiel, je crois. En attendant le match du mardi, on va voir ce que ça va donner dans le groupe. En tout cas, un sursaut d'orgueil est attendu. On veut voir mieux que ça. Le système
doit changer, comme dirait Les l'autre, joueurs sont en véritablement. vacances, ils vont se reprendre et puis même le coach aussi va se reposer et puis nous proposer beaucoup de bonnes choses. On revient évidemment avec les résultats de la 26e journée et dernière journée de la Ligue 1. Là aussi, il y a problème. Oui, on va d'abord démarrer par les résultats avec Tenguet Football Club, le leader. Donc Tenguet Football Club, le champion, donc, qui a fait match nul avec le Stade de Mbour 0 but partout. Génération Foot qui bat Djambar 2-0, Yes Gorée Dakar Sacré-Cœur 0 but partout. Même score entre la Sonacos et Guédiawaye FC. Giraffe qui bat la Linguère 2-1. AS Pikine Diamono de Fatick 2-1 pour Diamono de Fatick. Le Casa Sport qui domine l'Union sportive de Wakam 1-0 et au classement, Tenguet Football Club est champion, suivi de Dakar Sacré-Cœur et du Giraffe de Dakar. Mais le problème reste quant à savoir qui va accompagner Djambar en Ligue 2. Au moment où je vous parle, on ne sait pas encore qui du Casa Sport et du Stade de Mbour va rejoindre la Ligue 2. Il faudra donc attendre le verdict de la commission de discipline sur les appels du Giraffe et du Stade de Mbour pour connaître l'équipe qui va rejoindre la Ligue 2 en compagnie de Djambar. Là aussi, il y a problème. Situation inédite? Oui, inédite. Le championnat s'est terminé samedi. Depuis samedi, on ne connaît pas qui va rejoindre la Ligue. Et on est lundi. On attend toujours parce qu'il y avait un problème administratif. Le Giraffe avait aligné un joueur qui avait été suspendu. On en avait parlé tout à fait. Suspendu. Alors, le Giraffe a écopé d'une suspension. Le joueur a été suspendu pour 2 matchs avec sursis. Je pense que les gens ont oublié avec sursis. Et Giraffe a fait appel. Donc la commission a donné raison au Giraffe. Et puis le Stade de Mbour a encore interjeté appel de cette décision. Donc on attend donc la décision de la commission de discipline pour nous édifier sur qui du Casa Sport ou du Stade de Mbour va rejoindre la Ligue 2. La 26e journée. C'est une guerre de chiffres, quoi. On calcule, chacun sort son communiqué et puis c'est inédit. J'ai l'impression qu'on va vers des appels à non plus finir. Ouais, hein. Surtout. Même quand vous voyez sur le communiqué du Casa, vous dites quelle que soit la décision de la commission de discipline, le Casa Sport, ils disent qu'ils vont rester en Ligue 1. Le Stade de Mbour dit la même chose. Alors le Giraffe également dit la même chose. C'est compliqué. En tout cas, il faut beaucoup plus de professionnalisme à notre championnat, je pense. Allons en Ligue 2 avec la 26e journée qui a été jouée également. Il n'y a pas eu beaucoup de problèmes. Tout est clair au niveau de la Ligue 2. RS Yoff qui bat Amitié FC 5-2. Walidane Ndiambour 1-0. HLM Demba Diop 3-1. Oslo Duc 3-2 pour Oslo. Thiès FC qui bat Niary Tally 3-1. Agel Seneps 1-0. Keur Madior AS Douane 2-1 pour l'AS Douane. Walidane, HLM, Oslo et Agel seront donc en Ligue 1 la saison prochaine. Keur Madior et Demba Diop, 2 équipes de Mbour et de la région de Thiès, vont rejoindre le national. Là-bas, il n'y a donc aucun problème. On connaît les 4 équipes qui vont rejoindre la Ligue 1 et les 2 équipes que sont Keur Madior et Demba Diop de Mbour qui vont rejoindre le national. On termine avec une discipline qui pourrait nous valoir beaucoup de satisfaction dans les années à venir. C'est le futsal. Le championnat U15, eh bien, on a tiré un bilan satisfaisant finalement de cette organisation. Le championnat de futsal a été âprement disputé et l'on se félicite de la bonne organisation du tournoi avec des équipes qui se sont données à fond. Voici Aline Badrawad, le coordonnateur du futsal au niveau de la Fédération sénégalaise de football. Je suis très satisfait déjà. De l'organisation a été parfaite et que les clubs ont joué passionnément et que les clubs aussi ont aimé le futsal et ils ont respecté le règlement et l'heure aussi. Et tout a été respecté même pour l'alimentation et les heures de marche. Et même les clubs qui venaient de Thiès, ils sont venus à l'heure. Donc ça a été impeccable. Et aujourd'hui, je peux dire que je fais chapeau à la Fédération sénégalaise de football parce que le football en toutes ses formes s'est joué aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire. Le foot classique, le beach soccer et le futsal. Les matchs là ont été vraiment, c'était de bons matchs parce que les clubs ont joué aussi sur le côté technico-tactique. Les entraîneurs ont bien enseigné les joueurs et dans le bilan même, on ne peut pas compter le nombre de buts qui a été fait parce qu'il y a plein de buts et plein de technicité. Il y a même des joueurs qui se sont dit qu'ils vont jouer que le futsal. Et ils vont rester dans le futsal. Déjà ça, ça veut dire qu'ils se prennent plaisir par rapport au football où ici ils touchent plus la balle que le foot classique. Donc ils ont été passionnés, ils ont bien joué aussi. Là aujourd'hui,
on peut dire chapeau à la Fédération sénégalaise de football de faire rouler le ballon de futsal avec un tapis nickel, avec le décor, avec la marketing. Franchement, ça a été génial. Allez, retour en plateau. Il faut que tu t'expliques, on termine la chronique rapidement. On était en plein air et on parle de futsal. Tout à fait, parce qu'il fallait déjà mettre au niveau de la place de l'obélisque, la place de la nation, mettre le tapis. C'est un tapis assez impressionnant qui peut permettre aux joueurs, surtout aux U15, de pouvoir développer leurs aptitudes en termes de football. On n'était pas dans une salle, on jouait ça au niveau de la salle fermée de Thiès, mais depuis le début de ce championnat-là, en U15, on a retrouvé le terrain de la place de la Mais nation. les dimensions sont quand même respectées. Oui, sont respectées, il y a le tapis, tout est normal, et ce qui a permis à ce championnat-là de pouvoir se disputer sur place. Juste pour finir, féliciter l'équipe nationale de pétanque, qui est sacrée championne d'Afrique de la discipline à Marrakech, au Maroc, avec les 9e championnats d'Afrique de pétanque. Les boulistes donc sont attendus à Dakar demain mardi. Toutes nos félicitations. Merci mon cher Abdoulaziz Ban. On referme la chronique sport de ce matin. On avance sur le conducteur. On passe à la première partie de la rubrique invité, juste après ceci. Nous sommes en direct, je voudrais le rappeler à nos téléspectateurs. Vous pouvez également interroger notre invité sur la page Facebook RTS1, notamment Ahmed Seck. Merci, commandant Ahmed Seck. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes pilote de ligne et commandant de bord dans l'aviation civile, on le disait en introduction, depuis 1975. Et plus de combien 16 000 heures de vol finalement. Oui, 16 000 heures de vol. Donc, comme quoi, il a tellement fendu les airs à bord des différents avions qu'il a eu à piloter. Et ce, quand même, au grand bonheur du Sénégal, dont il a été l'un des plus grands représentants dans cette grande compagnie qui était donc Air Afrique. Ce fut véritablement une belle aventure pour toute l'Afrique, surtout pour les pays-là qui ont cru en ce projet. Le Sénégal en faisait partie naturellement, bien sûr, et beaucoup de ses fils donc, ont eu à travailler à Air Afrique. Et vous faites partie de ceux-là qui sont distingués le plus. Donc 16 000 heures de vol, il faut vraiment le faire. Mais aujourd'hui, commandant, avec le recul, vous étiez très jeune, le plus jeune pilote de ligne d'alors. Alors, comment vous aviez vécu cette aventure si magnifique, si exaltante pour les jeunes Africains que vous fûtes à l'époque? Parce qu'on venait pratiquement, on peut le dire fraîchement, d'avoir notre indépendance. On était quoi? Dans les années 70. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup encore une fois pour l'invitation. Effectivement, je fais partie d'une génération qui a eu beaucoup de chance parce que Air Afrique était créé depuis déjà une dizaine d'années. Le premier DG Chafal avait commencé à africaniser les équipages techniques et on a fait des mécaniciens navigants africains d'abord et nous on est arrivé comme la première promotion de pilotes ab initio formés entièrement en France et puis avant d'être resté dans les effectifs d'Air Afrique. C'est vraiment une chance qu'on a eue parce qu'à l'époque en plus les formations étaient très complètes. On avait droit presque à 5-6 avions écoles alors que maintenant on n'en fait que 2 maximum avant de sortir. Donc c'est une reconnaissance pour la chance qu'on a eue déjà avec l'État qui était membre d'Air Afrique, ce qui nous a permis de faire partie de ce concours. Et une fierté d'avoir fait partie de cette aventure qui était Air Afrique. Une belle aventure qui a duré 40 ans. Les gens l'oublient un peu et ne retiennent que la fin, la faillite. Et pourtant, il y a beaucoup d'explications sur cette disparition. Mais nous avons connu les belles années d'Air Afrique. Les belles années. Et vraiment, on a parcouru presque le monde entier avec ces avions, en toute sécurité. Il n'y a jamais eu pratiquement de crashant, je ne pense pas. Non, jamais. Le seul mort violent qu'on a eu à bord, c'était à l'occasion d'un détournement qu'il y a eu sur le vol. Les anciens connaissent, RK 056 faisait donc Brazza, Bangui, Rome, Paris. Et un jeune Libanais a détourné l'avion pour exiger après le départ de Rome que l'avion parte sur Beyrouth. Bon, les équipages ont négocié jusqu'à dire qu'on n'avait pas assez de carburant pour ça. Et on s'est posé, ils se sont posés à Genève. Les gens l'ont maîtrisé à Genève, mais il a eu le temps de tuer un passager, un Français. Donc c'est peut-être la seule mort violente qu'on a eue. En 40 ans. Oui, voilà. Comme quoi cela démontre un peu toute l'expertise et le professionnalisme, en tout cas, de ces différents équipages-là qui ont permis à l'Afrique de rayonner via, donc, bien sûr, Air Afrique. Quand vous débarquiez dans un pays, jeune, fringant, commandant de bord, africain, le sentiment qui vous animait, c'était quoi? Et puis, les regards sur vous, parce que ce n'était pas rare.
C'était rare plutôt de voir un commandant de bord africain à l'époque. C'est vrai, on a connu ça. Bon, nous, on avait... Il n'y avait pas de préjugés Si, on avait connu, donc on a eu une bonne formation, donc nous étions sûrs de nous. Nous étions sortis des grandes écoles françaises, de l'ENAC, avec les diplômes qu'il fallait. Donc on n'avait aucun problème à notre niveau. Mais on voyait bien que certains passagers qui passaient la passerelle, qui jetaient un coup d'œil sur le cockpit et qui voyaient d'abord un noir et tout jeune, bon, on se posait des questions. Mais heureusement, à la fin des vols, ils voyaient bien qu'ils avaient voyagé en toute sécurité. Mais c'est vrai qu'il y avait un regard un peu, on va dire, entre guillemets, raciste même, on va dire, qui nous minimisait un peu. Mais bon, nous, on était juste concentrés sur notre travail, qu'on faisait avec la plus grande rigueur. Et puis, ça s'est bien passé jusqu'à la fin. Sarah, vous avez une question ou bien j'enchaîne? Je voulais justement que vous puissiez revenir un tout petit peu sur l'actualité de la sécurité aéronautique au Sénégal, qui est marquée par l'incident qu'Alioune rappelait tout à l'heure avec la compagnie Transair. Une sortie de piste, c'est ce qu'on a dit. Doit-on avoir peur? Est-ce que notre ciel est sûr? Est-ce que vous pourrez nous expliquer un tout petit peu ce qui s'est passé? Parce que votre avis d'expert nous intéresse bien évidemment. Merci. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut surtout pas avoir peur. Comme on dit, l'avion est le moyen de transport le plus sûr. Hein. Ça a été prouvé. Hein. On dit, quand vous arrivez sur le même nombre de passagers, avoir un mort par avion, vous en avez 2 ou 3 par train, une trentaine par voiture, près de 800 par les motos. Donc, de tout temps, l'avion a été le moyen de transport le plus sûr. Maintenant, parler de l'accident aussi, je vais être prudent parce que normalement, il y a une enquête en cours. Bon, en tant que professionnel, on n'a pas trop le droit de nous immiscer là-dedans, mais on peut donner quelques indications. Bon, les 2 phases les plus dangereuses, on va dire, dans le voyage, c'est le décollage et l'atterrissage. On prend des repères à partir desquels il faut prendre des décisions. Quand on atterrit, par exemple, il y a une altitude minimale à partir de laquelle, si l'avion n'est pas stabilisé, s'il y a un phénomène anormal qui se passe, ou si la piste n'est pas en vue, on doit remettre les gaz. C'est une hauteur de décision à l'atterrissage. Au décollage, la piste n'est pas infinie, elle a une longueur. On calcule les paramètres de telle sorte qu'il y a une vitesse de décision. Quand on l'atteint, normalement, on ne doit pas essayer d'arrêter l'avion. Si on essaie d'arrêter l'avion, on sort de la piste. Les calculs ont été faits pour qu'à cette vitesse, avant cette vitesse, on prend la décision d'arrêter l'avion quand il y a un problème majeur. C'est la vitesse de décision. Mais une fois qu'on atteint cette vitesse, c'est go. Il n'y a plus moyen d'arrêter l'avion. Si on essaie de l'arrêter, en général, on sort de la piste. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, donc je ne veux pas trop dire que c'est ce qui s'est passé, mais bon, c'est une indication. Est-ce que les gens ont eu un problème après V1 et ont arrêté le décollage? On appelle ça V1, vitesse de décision. Ou est-ce qu'autre chose s'est passé? Là, il faut laisser l'enquête nous le préciser. Mais cela ne doit pas vraiment faire peur des avions. Bon, il y a des événements qui se passent. Bon, les gens parlent de crash, c'est codifié. Hein? Nous, on parle d'incidents graves et d'accidents. L'accident, c'est quand il y a une personne mortellement blessée ou gravement blessée, ou des dégâts de structure, ou l'avion a disparu, par exemple. Mais en dessous de ça, une fois qu'on a défini l'accident, maintenant tout ce qui n'est pas accident est considéré comme incident. Comme quoi, il faut avoir des nerfs d'acier pour être un bon pilote d'avion. Oui, garder son calme. Autant de prises de décision à faire en une fraction de seconde. Des centaines de vies humaines, hein, finalement, de même avion. Oui, mais on est préparé à ça. Je veux dire qu'à partir du moment où on a tout calculé, tout préparé, le carburant qu'il faut par rapport à la charge qu'on a, donc le nombre de passagers, les bagages, les fret, on a fait tous nos calculs. Et maintenant, on se met au moment de décoller, c'est qu'on a fait un briefing et on se dit que si quelque chose de grave arrive, on le dit vraiment avant le décollage. Si un problème grave arrive avant cette vitesse de décision, on dit on arrête l'avion. On le dit, on le répète à chaque décollage. Si ça se passe à 20 ou après 21, ben là, il faut arrêter. Non, après, il faut continuer. Avant, on peut s'arrêter. Mais si après quelque chose se passe, normalement, l'avion est certifié. Même la panne la plus grave, ça va être la panne d'un moteur, mais avec un bimoteur. L'avion est certifié pour que si la panne arrive après 21, qu'on puisse décoller avec un seul moteur. On aura toujours un vario positif. L'avion ne va pas rester au sol, il va décoller. Mais en respectant les paramètres de décollage. Alors, ce qu'il faut retenir, le ciel sénégalais, il est sûr, il fait partie des plus sûrs du monde. Oui, ça, on peut le dire. Oui. Non, il n'y a pas de crainte à nourrir. Disons que les pilotes ont été bien formés en général. Bon, il y a ma génération, on vient de l'Afrique, mais les autres sont passés par de grandes écoles aussi. Ceux qui ont fait Air Sénégal International, Sénégal Airlines, où j'étais directeur des opérations aériennes et chef pilote,
et maintenant Air Sénégal. C'est des gens qui ont été très bien formés. Donc, le problème n'est pas le niveau des équipages. Les gens sont qualifiés et connaissent très, très bien le travail et le font très, très bien. Maintenant, dans la sécurité de vol, il y a plusieurs facteurs. Est-ce que la compagnie a fait tout ce qu'il fallait? Ça, c'est l'ANACIM, donc l'autorité de l'aviation civile, qui doit venir à chaque fois contrôler la compagnie pour vérifier que tout se fait correctement. Est-ce que la maintenance a fait son boulot? La maintenance, c'est comme les pilotes, c'est des gens normalement très bien formés aussi. Est-ce que les agents de trafic qui ont chargé l'avion ont chargé correctement l'avion? Donc, c'est des responsabilités partagées en général quand il y a un avion. Maintenant, c'est l'enquête qui dirait exactement ce qui s'est passé. À quel moment de la chaîne ou à quel maillon de la chaîne il y a eu une défaillance, il y a un bureau enquête accident, le BA, enquête analyse maintenant, on dit plus enquête accident, qui va faire l'enquête. Ça peut durer 6 mois, 1 an, 2 ans, mais normalement, ils sortent les résultats. Et ce n'est pas pour accuser tel ou tel, c'est pour éviter, en diffusant les résultats, que ce type d'accident ne se reproduise. Exactement. Alors, reparlons de Air Afrique, hein, parce que ce fut voilà, une belle aventure. Il y avait cette période fastueuse à laquelle vous avez participé, mais après, malheureusement, il y a eu le déclin et sa lente agonie. Hein. Qu'est-ce qui expliquerait, selon vous, commandant, le crash économique de Air Afrique, alors que le modèle il était bon? Le besoin était là. Il est encore là. Le modèle était le meilleur qu'on puisse imaginer. C'était ce qu'on appelle aujourd'hui les alliances. C'est les petits États qui ont mutualisé leurs moyens et leurs forces pour avoir le poids nécessaire, la taille critique, on dit, pour pouvoir exister et compétir avec les grands. Donc le modèle était très bon. Et ça a duré 40 ans, mais ce qui s'est passé, il y a eu quelques erreurs. Les gens parlent de trop de billets gratuits. Il y a eu quelques petites dérives, on va dire, mais ce n'était rien à côté de vraiment des raisons réelles qui ont fait que la compagnie a arrêté. La compagnie avait des difficultés. À l'époque, c'était le président Houphouët-Boigny qui était un peu le patron et a demandé la collaboration de la France. On nous a envoyé une équipe, Yves-Laurent Bicard, qui est venu avec 5-6 directeurs à lui, et dont un des directeurs était un des directeurs d'Air France. Ah oui? C'était notre concurrent. Le loup dans la bergerie, ça? Le loup dans la bergerie, exactement. Air France qui est concurrent de Air Afrique? C'était le directeur d'exploitation qui l'a amené. C'était un agent d'Air France. Ça, les Africains n'avaient pas la bonne information. Non, mais vous allez voir comment ça a fini. Parce que ils sont venus, au début, ils ont dégraissé le mammouth. Il y avait quelques habits, ils ont tapé sur la table, ils ont licencié 1500 personnes. Bien sûr, mais bon, tout ça, personne n'a rien dit. Mais après, tout d'un coup, moi, j'étais donc responsable du recrutement et de la formation. On nous amène un document d'une vingtaine de pages en disant c'est le nouveau plan de flotte. Qu'est-ce que c'était? On nous commandait des avions A310 qui n'étaient pas adaptés à notre réseau, alors qu'on avait des DC-8 qui fonctionnaient correctement, des DC-10 qui fonctionnaient correctement, et ils ont imposé. Ces 310 n'étaient rien d'autre qu'une commande d'Air France, que Air France a voulu annuler, mais quand vous avez une commande, vous payez beaucoup de pénalités. Ils nous ont juste transféré les avions. Incroyable. Et là, Air France venait d'avaler UTA, et la Air Outre-mer qui était une filiale d'UTA, et avait des 767 qui étaient des bimoteurs beaucoup plus performants donc que les 310, ils ont juste cédé ça. On les a pris, ça nous a endettés, et qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Il y a eu la dévaluation, on est passé de 150 milliards à 300 milliards de dettes, et puis c'était juste, on plongeait vers... C'est presque, je ne veux pas être méchant, mais c'est presque méthodiquement organisé, cette descente aux enfers. Mise à mort. Oui, vraiment, c'était ça. Programmé. Mais les gens ne retiennent que ce que les gens disent, mal géré, oui, ça. Ou les Africains ne savent pas gérer. C'est pas du tout ça. C'est juste, on nous a juste royalement enterrés, quoi. Mais avec la complicité de nos dirigeants, de africains. Oui, mais tout le monde s'est révolté. C'est incompréhensible. Toujours. Cette compagnie, à l'époque, la RAM éthiopienne, les grandes compagnies d'aujourd'hui, étaient de petites compagnies à côté d'Afrique. Oui, Air Afrique, bien sûr. On avait le niveau, il y avait une dizaine d'avions. On allait partout, aux États-Unis, en Europe, partout dans le monde entier. Et ça se passe bien, il n'y avait pas d'accident. C'est incroyable. Mais comment comprendre que, enfin, je veux dire, depuis 2002, qu'il n'y ait pas eu d'autres tentatives réussies de ce même modèle qu'Air Afrique? Parce que la demande est là, le besoin est là. Individuellement, il y a des difficultés. On va reparler d'ailleurs d'Air Sénégal tout à l'heure. C'est ça le problème. C'est là où peut-être je vais plus insister. La fin d'Air Afrique, en fait, c'était cette mutualisation des moyens des États qui étaient là et qu'on a abandonné. Et chaque État, donc il y avait, disons, 11 pays. Enfin, on est arrivé jusqu'à 12, mais en moyenne, c'était 10-11 pays qui composaient l'Afrique.
chaque pays, à la fin de l'Afrique, avait sa compagnie. Mais sur le même marché qu'on avait en Afrique, il y avait, avant, c'est une seule compagnie en Afrique qui exploitait ça pour tout le monde. Donc, il y avait des bénéfices, ou en tout cas pas beaucoup de pertes. Quoi. Quand Air Afrique disparaît, c'est que chacun des 11 États met en place son pavillon et n'a qu'une petite portion congrue de ce gâteau. Bien sûr. Ce qui fait qu'aucune compagnie, je dis bien aucune, n'est viable aujourd'hui dans cet ancien réseau d'Air Afrique. Qu'est-ce qui se passe? Air Ivoire et Air Sénégal sont les compagnies, le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont les pays en général qui s'en sortent un peu bien. Mais dès qu'il y a 3 compagnies de cette taille-là, ben, il n'y a plus personne qui remplit suffisamment pour pouvoir être viable. Donc, on se retrouve à 60% de remplissage, alors que les compagnies rentables dans le monde sont à 85%, 90% de remplissage. Donc, c'est mathématique, quoi, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y avait un réseau pour une compagnie et on se divise en 10. En 3. C'est ce qui explique peut-être... Donc, ça dure 4-5 ans, on dépense des milliards et les compagnies sont faites. Aujourd'hui, le modèle d'Air Sénégal, je suis désolé de le dire, mais ce n'est pas le bon modèle. On a beau inciter à injecter plein de milliards, on n'a jamais eu autant de milliards dans une compagnie aérienne sénégalaise. C'est ça, en fait. Mais ça ne peut pas marcher. Le paradoxe d'Air Sénégal, ça d'ailleurs, c'est ça. ne peut pas marcher. Même si la gestion était bonne, je ne veux pas trop en dire, même si le gestionnaire était un génie, ce n'est pas le cas, donc on ne peut pas réussir Air Sénégal. Le modèle n'est pas bon. Ce qu'on doit faire, nous, j'ai écrit des mots, on a tous écrit des mots. Mais qu'est-ce qu'on devrait faire pour sauver le pavillon national? Allez voir la Côte d'Ivoire et faire une compagnie commune. Dès que la Côte d'Ivoire et le Sénégal vont s'associer, les autres vont venir refaire Air Afrique. 2.0, j'allais dire, quoi. Mais en se réadaptant à la réalité. Au lieu de faire une compagnie multinationale qui va partout pour tout le monde, on dit les gens ont leur pavillon, il ne faut surtout pas leur demander de supprimer les pavillons, ils n'accepteront pas. Mais au moins, la zone africaine, faisons-la en commun. Hors de cette zone africaine, chacun fait ce qu'il veut. Nous, on a nos avions, les A330, on peut aller à Paris, à New York, partout. Mais dès qu'il s'agit de l'Afrique, c'est une compagnie commune qui fait ça pour tout le monde. Si on ne le fait pas, tout le modèle qu'on va faire va péricliter. Parce que c'est des déficits énormes qu'il y a en Afrique. Nous, en Sénégal Airlines, on perdait 1 milliard par mois. Au bout d'un an, moins 18 milliards, nos résultats. Ça ne peut pas marcher. Donc, maintenant, à l'intérieur, on peut faire notre compagnie nationale pour les vols domestiques. Chaque pays peut avoir Dakar, Cap Skirring, Saint-Louis et ça, avec notre compagnie domestique. Donc, on peut faire 3 ou 4 compagnies. La multinationale pour les vols en Afrique, la compagnie intercontinentale qui va faire l'Europe, les États-Unis, chaque pays peut faire ça. Et puis les vols domestiques. On fait 3, 4, 5 compagnies. Mais si on ne change pas de modèle, on va beau mettre des milliards, la compagnie ne marchera pas. Je ne parle même pas des problèmes de gestion, des fautes de casting qu'il y a eu qui sont incroyables quand on se permet de prendre des copilotes pour en faire des DG. Ça n'a pas de sens, quoi. Et puis également, l'un des promoteurs, bon, en tout cas l'un des conseillers de l'État à l'époque, c'est quelqu'un aussi qui a été dans le secteur aéronautique français. Et ça également, le même problème risque de se reproduire. Oui. J'oublie le nom. Bonne. Bonne. Oui, non, mais ça, c'est ce que j'appelle casting. Dès le départ, tout était mal fait. Dès le départ. C'est comme qui dire introduire un loup dans la bergerie, là. Hein, parce qu'ils sont nos concurrents. Vous prenez l'un de leurs cadres pour... Voilà, lui, il vient d'Airbus. Il vient d'Airbus, en fait. C'était un vendeur d'avions Airbus. Un bon commerçant. C'est pourquoi peut-être il a refourgué Airbus à Air Sénégal. Un excellent commercial. Mais être un excellent commercial ne fait pas de quelqu'un un excellent transporteur aérien. C'est un métier qui ne s'improvise pas, transport aérien. Et ces personnes-là sont venues, ont acheté plein d'avions. Je ne parle pas des commissions qui se sont servis en passant. Et nous ont juste mis dans les difficultés. Est-ce qu'on n'a pas voulu grandir trop vite Air Sénégal? Parce que moi, c'est ce que je disais toujours. C'est l'image. On regarde des énormes investissements consentis. De l'intérieur, enfin, comme professionnel, nous, on se dit juste dès le départ, on dit, mais où est-ce qu'ils vont? On entendait commander des avions presque chaque mois, chaque année, ça n'arrivait pas. J'ai dit, mais où est-ce qu'ils vont? Avec le modèle qu'on a, on est sûr qu'on perd de l'argent. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'on a mis des dettes, c'est comme Air Afrique, hein? On met des dettes en place, avions. Les avions sont achetés, mais la dette est sur la compagnie, qui ne peut pas rembourser. Donc, si elle rembourse, on ne peut pas mettre du kérosène, on ne peut pas payer de taxes, on ne peut pas payer... Vous voyez, c'est un cycle infernal, quoi. Merci beaucoup, commandant. J'espère que vos analyses ont été bien consignées quelque part et que vous allez les transmettre à qui de droit, hein, parce que sachant que vous êtes un grand patriote, voilà, vous ne manquerez pas de le faire pour qu'on puisse préserver ce pavillon national-là qu'est Air Sénégal. Restez avec nous. Dans la deuxième partie, on fera un petit rappel encore une fois, voilà, de votre avis et de ce que l'on devrait faire pour éviter un crash économique. Merci. Et parler également d'information des pilotes aussi, c'est important dans la deuxième partie de cette émission. Restez en plateau avec nous. 7h35, voici un
À tout de suite. fii la fan yu néew probablement semaine bii sax dinañu wax sénégalais yi mesures yu ñu jël pour wàññi dund gi bu soobee yàlla. Cette semaine, nous vous informerons des mesures prises pour réduire le coût de la vie. Je veux vous rendre compte de ce que nous sommes en train de faire, car le projet, sachez-le, c'est vous qui devez le porter. Sénégalais bu ne da cee war a jël wàllam fan lañ ci toll bañ ñuy fal dañoo am un projet bi lan la wax un Sénégal prospère souverain juste def naa loolu la ñuy wax ci projet bi. Le projet vise ceci, un Sénégal prospère, souverain et juste. C'est ce projet que vous avez plébiscité et qui a porté le président Bassirou Diomaye Faye au pouvoir avec un score inédit de 54%. ñun dañ fay fekk lu tudd plan Sénégal émergent yàgg nañu wax ni baaxut te su baaxoon Sénégal du toll fii mu toll nii. Nous avons trouvé ici le PSE avec le principe de continuité de l'État. Nous l'avons toujours remis en cause. Donc le nouveau référentiel de politique publique est en cours de finalisation. foofu lañ koy tibbee ñu ngi ci liggéey boobu te demuñu jéggaani ko ci biti de ñoom bañ koy def dañoo dem jël benn cabinet bu tudd McKinsey fay ko 3 milliards. Le PSE a été réalisé par un cabinet dénommé McKinsey qui a été payé à hauteur de 3 milliards. Ça leur a pris 2 ans. Nous avons été élus en 2024 et en septembre 2024, on aura tout fini et c'est un projet qui sera mené entièrement ici au Sénégal. demuñu ko jéggaane ci biti doomi réew mi ñoo koy defar ba mu mat sëkk kon ñun duñu ñoom wax ji nañ ko bàyyi seetaan leen lii ñëw rek léegi wax ji dootul bëri de ñaareel bi nga xam ne ñoo ngi koy togg mooy vision Sénégal 2050. Nous préparons aussi un document pour le long terme dénommé Sénégal Vision 2050. On aura également un plan d'action gouvernemental sous la houlette du président de la République et que je conduirai en ma qualité de Premier ministre, n'en déplaise à certains. Ce plan permettra à l'ensemble des ministres d'avoir une claire vision de là où nous allons jour après jour, semaine après semaine. Nous ajouterons à ces programmes les politiques sectorielles filières pour revaloriser l'agriculture, la pêche, l'industrie, la pétrochimie, entre autres. bu ñu defee plan d'action gouvernement bi def les plans d'action yi nga xam ne ministère bu nekk ci la war a doxee daa di togg nag li ñuy wax les politiques sectorielles filières. Il nous faut cela pour développer une chaîne de valeur complète, gage du développement. Donc nous savons où nous allons et nous allons y arriver. amul benn filière boo xam ne soo ko jëlee Sénégal mun nga ne am nañu chaîne de valeur complète amul kenn mënul développer réew ci loolu fa ñu jëm xam nañ ko de la ñeneen ñi def ba développer dinañ def lu ko raw ba def ba romb leen ñun foofu lañ jëm. Les échanges ont été riches. Les autorités ont insisté sur la nécessité pour les élèves de persévérer et de croire en eux. Des paroles qui ont été bien accueillies par les futurs bacheliers. Le succès que vous attendez, que vous recherchez, ne peut être porté que par un socle de valeurs composé de générosité, d'endurance, de constance, de persévérance, mais aussi un socle de valeurs composé surtout de votre capacité et porté par votre capacité à vous souvenir. Le rappel est important et Dieu le dit très souvent. Le rappel bénéficie très souvent à l'être humain. Quand vous vous levez le matin, que vous quittez chez vous pour venir à l'école, que vous vous dites que je suis dans une mission de construire mon pays. Matin, midi, soir, mettez le Sénégal au début et à la fin de chaque chose que vous entreprendrez. Ce que nous sommes en train de faire depuis ce matin, c'est de la philosophie. Parce que c'est une expression de générosité. La philosophie aussi, c'est la générosité. C'est le partage. Quand on parle de débat, de discussion, d'accompagnement, quand on parle de quête collective du savoir, c'est que derrière, il y a la générosité. Une séance de reprogrammation mentale
Un atelier d'orientation sur les métiers post-bac, une synthèse philosophique était au menu de l'événement. Une manière de célébrer l'excellence académique et d'inspirer la jeunesse sénégalaise. La synthèse de philosophie, la philosophie en tant que telle d'ailleurs, est une discipline, est une manière qui fait peur, qui suscite énormément de controverses et de peur dans la conscience des élèves. Raison pour laquelle à chaque fois que nous organisons une activité, que ce soit à Dakar ou dans les régions, nous arrivons avec nos encadreurs pour permettre aux élèves, n'est-ce pas, de pouvoir revenir dans les aspects les plus techniques et les plus prospectifs de la philosophie, avoir une nouvelle appréhension, avoir la présence de nouveaux formateurs, leur permettant, la seule finalité, c'est de comprendre la discipline convenablement et de réussir au bac. Nous organisons des ateliers sur les spécialisations, c'est quoi la comptabilité, c'est quoi le marketing, c'est quoi un ingénieur agronome, etc., etc., pour permettre à l'élève aujourd'hui de pouvoir avoir une idée de ce qui se passe, de ce qu'il attend une fois après l'obtention du baccalauréat. Et je pense que c'est des exercices très bénéfiques que les élèves apprécient à sa juste valeur. Une grande mobilisation a été notée chez les élèves. Cette tournée académique et sociale leur permet ainsi de répondre aux nombreuses questions qu'ils se posent concernant leur avenir. Le marché de Orkadiéré, à 90 km de la commune de Matam. À l'intérieur, des petits ruminants toutes races confondues ornent le décor. Le marché est bien approvisionné. Ici, c'est le grand lieu de rencontre. Chaque personne y trouve son compte. Il y a beaucoup de moutons, comme vous pouvez le constater. Mais les prix diffèrent en fonction de la race et de la taille des sujets. Les prix sont abordables à mon avis. J'ai des sujets de 100 000 francs CFA. Les prix sont abordables. Toutefois, certains jugent les prix trop chers. Il y a les moutons, il y a trop de moutons, mais les moutons sont chers. Je ne sais pas pourquoi. Souvent, je trouve ça ici à 80 000, je vends ça à 90 000, mais aujourd'hui, là, le mouton de 80 000, ça coûte à 100 000, à 100 quelques mille. Le mouton de 100 000, ça coûte à 150 000. Je ne sais pas pourquoi. Pour acheter des moutons, pour amener là-bas à Dakar pour vendre. Ah, c'est cher aujourd'hui, c'est pas facile, hein? C'est pas comme la fois passée. Au marché de Orkadiéré, il n'y a pas que des hommes. Certaines, comme cette femme, se sont aussi transformées en vendeuses. Cette dame, quant à elle, est venue chercher de quoi amener chez elle. Les prix sont un petit peu abordables par rapport à Kaffrine, là où j'achetais mes moutons. Ici, c'est un peu moins cher. Hein? Je l'ai acheté à 110 000, le mouton, mais vraiment, c'est abordable. Côté sanitaire, le départemental de l'élevage rassure. C'est des animaux du département la plupart du temps et ces animaux ont eu à subir différentes formes de vaccination durant pratiquement toute l'année. Il y a les campagnes de vaccination qui se font. Donc, et il y a les agents qui sont sur le terrain quand même. Environ 2000 pour ce marché hebdomadaire, ce dimanche. Non, c'est-à-dire chaque dimanche, il y a des animaux qui viennent. Par exemple, la semaine passée, on était à 1300. C'est des animaux qui sont partis, soit à Dakar, Touba, même Kolda. Cette semaine, pour les 2000 petits ruminants, on espère que peut-être 60 à 70% seront aussi commercialisés dans les autres localités. Au bureau du service vétérinaire implanté à côté, la vente de l'aliments subventionné par l'État a aussi démarré au grand bonheur des éleveurs. Aujourd'hui, dimanche, nous avons réceptionné jeudi passé l'aliment. Donc aujourd'hui, dimanche, nous procédons à la distribution sous forme subventionnée de l'aliment bétail ici au marché hebdomadaire de Orkadiéré. C'est de l'aliment, c'est des sacs de 40 kg d'aliments bétail de concentré et qui sont vendus subventionnés à 5200 francs par sac. Côté sécuritaire, des dispositions sont également prises. La gendarmerie est présente. Merci de votre fidélité. Bon réveil et bon matin en compagnie des programmes de la Une. La chronique tendance avec Toumani ce matin qui nous parle du commerce juteux, j'ai envie de rajouter évidemment, de cheveux humains. On va suivre ton élément maintenant. On revient ensuite sur le plateau pour les commentaires et les détails.
En Inde, depuis des siècles, les millions de fidèles hindous rasent leur chevelure en guise de sacrifice aux dieux Shiva, Muranga ou Vishnu. En échange, ils espèrent obtenir une vie meilleure ou alors brûlés. Ils sont désormais collectés, plus généralement vendus aux enchères, afin d'alimenter une industrie qui pèse aujourd'hui 15 milliards de dollars. C'est du moins le chiffre qu'avance Georges Benjamin Chérian, directeur général de Raj Rare International, l'une des nombreuses sociétés indiennes qui s'occupent de collecter les cheveux des temples. Cette société exporte depuis 39 ans dans 56 pays. L'industrie du cheveu humain existe depuis le début des années 1940. Le plus grand temple fournissant l'industrie du cheveu humain est celui de Tirupati, lieu de pèlerinage situé dans l'État d'Andhra Pradesh. Entre 2011 et 2016, ce temple a amassé la somme de 97 millions de dollars grâce aux ventes de cheveux. Si l'Inde garde le monopole du commerce de cheveux humains, les Chinois sont désormais passés leaders dans l'industrie de produits finis. Les cheveux Rémi ou estampillés Rémi Hair sont un gage de qualité pour les acheteurs au cours des ventes. Vierges et naturels, ils proviennent d'une seule et même personne, n'ont subi aucun traitement chimique et sont conservés dans le même sens pour éviter qu'ils ne s'en mêlent. Dans le cas contraire, on parle de cheveux de brossage plus difficilement utilisables. C'est ce type de cheveux que se procure la Chine pour ensuite le travailler chimiquement dans ses usines. La valeur des cheveux est tellement élevée que les gens les surnomment l'or noir. La Chine a depuis quelques années commencé à collecter du cheveu humain sur son propre sol, mais aussi dans les pays voisins, le Vietnam, le Laos, le Myanmar et l'Indonésie. Le cheveu que les Chinois exportent va être de qualité moindre dans la mesure où ils ajoutent de la matière synthétique et même des poils d'animaux comme le yak à leurs produits. Qu'en est-il des cheveux brésiliens, malaisiens, péruviens? Ce sont des termes marketing créés par les Chinois pour les produits qui ont en fait les mêmes origines. Il existe également un tout petit marché du cheveu humain très lucratif autour de la Russie, de l'Ukraine et de l'Ouzbékistan. Retour en plateau. C'est vrai que toutes les femmes, quelle que soit leur origine, la couleur de la peau ou des cheveux, ça donne justement à cette pratique des cheveux humains qu'on greffe. Il faut bien regarder, hein. Il y en a beaucoup qui le font, ce n'est pas juste les femmes africaines, mais c'est vrai que sur le continent, c'est un commerce très florissant. Exactement. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de ce marché-là de cheveux humains, ça concerne l'Asie, bien sûr, l'Afrique, mais aussi l'Europe et l'Amérique. Et on l'appelle justement, comme l'a dit le Chinois, l'or noir, parce que ça ingurgite beaucoup d'argent dans le monde. Et raison pour laquelle j'aimerais justement qu'on s'arrête sur cette carte-là, qui revient un peu sur, en tout cas, disons, tout cet argent qu'on retrouve dans ce marché de cheveux humains, ce commerce-là de cheveux humains, qui finalement est soit un complexe ou bien souvent pas forcément un complexe. Il y en a qui sont malades parce qu'il y a des femmes qui sont atteintes de cancer et qui utilisent justement des perruques totalement, des perruques de cheveux humains, hein, comme ce soit synthétiques, mais également de cheveux d'animaux. Vous avez vu sur l'élément, on a montré la photo d'un animal, le yak. Le yak qui est très poilu. Alors aujourd'hui, les Chinois utilisent les cheveux de ces animaux-là. C'est pas qu'on est pour, hein, parce qu'on tue ces animaux pour utiliser ces cheveux. Maintenant, on utilise ces cheveux de ces animaux, le yak, pour le mettre en tout cas dans des mèches synthétiques et donner l'impression que cette perruque ou bien ces mèches sont de cheveux humains viennent de l'Inde. Et rappelez que justement, ces cheveux qui viennent de l'Inde, sûrement, naturellement, sont beaucoup plus chers que ceux qui viennent de la Chine, parce que ce sont des cheveux humains. Aujourd'hui, les hindous en ont fait un business. Pas mal, malheureusement, de femmes qui n'ont pas les moyens vont vendre leurs cheveux ou bien vont couper les cheveux de leurs filles. Vous avez vu dans l'élément des filles qui vont jusqu'à pleurer parce qu'on leur coupe les cheveux, parce que c'est quand même ce qui fait la beauté de la femme, c'est quand même ce qui différencie, en tout cas d'apparence, la femme à l'homme. Et j'aimerais qu'on revienne un peu sur quelques chiffres. Vous allez voir sur la carte qu'il
ici en Afrique, il y a énormément de pays, en tout cas, où on reçoit, disons, de l'Asie. On va lire la carte allant de la droite vers la gauche. Mais d'abord, rappelez qu'en vert, vous avez le prix et en bleu, vous avez la quantité en tonnes de ces cheveux-là qu'on reçoit de l'Asie, mais également de la Russie, etc. Alors ici en Afrique, vous avez le Ghana, vous avez le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Sénégal, qui figurent parmi ces pays qui reçoivent énormément de cheveux naturels, de cheveux humains en Afrique. Il y a la Tunisie, mais en tout cas, ce sont ces pays-là qui en reçoivent beaucoup plus. Aujourd'hui, le Nigeria reçoit ou bien achète, disons, 6,5 millions d'euros de cheveux naturels par an. Le Sénégal revient juste après le Nigeria avec 1,7 million d'euros. Et après, le Ghana, le Côte d'Ivoire, le Togo sont entre 179 000, 372 000, même pas le million. Maintenant, si on compare maintenant le Nigeria et le Sénégal, parce qu'on est d'accord, ces cheveux naturels, ce sont les femmes qui les consomment. Le Nigeria a une population environ de 228 millions d'habitants. Ce ne sont pas tous des femmes. Disons que la moitié sont des femmes. Disons que la moitié sont des femmes. Donc, disons qu'il y a, 110 millions de Nigériennes qui utilisent 6,5 millions d'euros en cheveux naturels. Au Sénégal, nous ne sommes que 18 millions. Que 18 millions. En Nigeria, elles sont 118, entre guillemets. Au Sénégal, nous sommes 18 millions de Sénégalais. Parmi ces 18 millions de Sénégalais, il y a 50%, 50,4 femmes, c'est-à-dire 9,500 et quelques millions de femmes. Parmi ces femmes-là, il y a des voilées qui n'utilisent pas des perruques. Parmi ces femmes-là, il y a les femmes de plus de 40-50 ans qui, même au-delà de la religion, mais la culture, à un certain âge, nos mamans ne mettent pas de perruques. Même si elles ne sont pas voilées, elles se mettent des foulards oui, absolument. sur la tête. Alors, disons que c'est à peu près 4 millions de jeunes Sénégalaises qui dépensent 1,7 million d'euros, soit 575 tonnes de cheveux humains par an. Parce que c'est pas le portefeuille, c'est le portefeuille de monsieur. C'est énorme. Et parmi ces femmes-là, qui sont celles qui ont des salaires de plus de 200 000, 300 000. En sachant que ces cheveux naturels, le prix de ces cheveux naturels varie entre, disons, 75 000, parce qu'il y a les cheveux vietnamiens qui viennent de la Chine, disons, entre 75 000, 400, 500 000. Alors, vous vous imaginez un peu. Et parmi même ces 4 millions de femmes aussi, il y a les plus jeunes, il y a les petites filles qui ne mettent pas de perruque. Qui n'en mettent pas, absolument. Elles sont, en fait, je veux juste vous dire que ces femmes qui dépensent c'est juste autant, une infime partie. Elles sont comme ça par rapport à la population du Sénégal, lorsqu'on le compare à la population du Nigeria. Alors, c'est énorme en matière d'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que c'est difficile, c'est tout un complexe, on a l'habitude, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des mouvements nappies, même nous, sous nos perruques, nous sommes nappies, et on tend, en tout cas, on souhaite laisser ces perruques pour vraiment assumer nos cheveux crépus. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on ne devrait pas voir comment faire peut-être pour les produire ici, pour, comme le font les Chinois, tout simplement, produire des cheveux qui seront pas exportés ni importés, mais utilisés par ces femmes qui sont là, parce que c'est énormément d'argent. Le marché est là. Bon, il me reste 4 minutes. Il me reste 4 minutes. Moi, je suis une dame. Je sais que pour la Tabaski, les commandes sont déjà faites. Il y a même des tontines pour les cheveux naturels. Voilà, c'est ça. Ici, on n'y renonce pas, quoi. C'est-à-dire quand on est dedans, on est dedans. Ce qui fait qu'il y a des gangs qui se spécialisent dans le vol de perruques, oui, bien sûr. Parce que ça coûte excessivement cher, oui. C'est juteux, comme j'ai dit. Commerce fructueux, juteux, véritablement. C'est ça. Incroyable. Merci Toumané. La question reste posée pour tout le monde, hein, véritablement. Et monsieur, courage. Hein. Je compatis, monsieur. Il y a des niches d'opportunités plutôt à voir dans ce sens-là, je pense. 3 minutes avant la fin de cette émission, ça nous laisse le temps de réinterroger notre invité. Mais je prendrai 1 minute, c'est important, pour qu'on puisse parler du coach Tandakha ce matin très très rapidement. Parce que le coach Tandakha, et ça c'est la bonne nouvelle du jour pour la RTS, pour Radio Sénégal et pour l'équipe de la matinale, le coach Tandakha nous a informé ce matin qu'il allait recevoir la médaille de commandeur dans l'ordre du mérite.
et les plus hautes autorités de ce pays l'ont choisi. Et pour nous, c'est véritablement une fierté aujourd'hui parce que le coach est dans cette équipe depuis le début de l'aventure. C'est une véritable richesse. Commandeur dans l'ordre du mérite, c'est du mérite tout simplement. Bravo coach Tondara. Bravo. Stand Innovation, vraiment, bravo coach. Bravo. C'est du mérite. Et c'est jeudi que la médaille lui sera remise officiellement, c'est ça. Et quelle coïncidence, parce que jeudi, c'est son jour de présence sur le plateau. Ça va être un jeudi vraiment d'anthologie. Bravo encore une fois coach Tondara. El Hadji coach Tondara, commandeur de l'ordre national du mérite pour service rendu à la nation. On va terminer le magazine maintenant en réinterrogeant notre invité. On parlait de formation en termes d'offres, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Et puis, pour finir, encore une fois, des conseils pour Air Sénégal, parce qu'on n'a pas envie que ce pavillon-là disparaisse. En matière de formation, il y a justement une nouvelle structure qui a été créée à la fin de l'année dernière. Ça s'appelle AIMAC, Académie internationale des métiers de l'aviation civile, qui est dirigée par une dame très compétente vraiment, qui fait tout ce qu'il faut pour que cette école fleurisse et réussisse. On lui confie tous les métiers de l'aviation civile. Là, il y avait des formations de pilotes d'Air Sénégal, par exemple, qu'on faisait à Thiès, à l'école de l'armée de l'air, qui est une école très, très structurée, très, très bien équipée. Bon, c'est l'armée, hein, on a mis vraiment de gros moyens, mais ces formations qui étaient avec l'armée de l'air, maintenant, sont sous la responsabilité de l'AIMAC. Donc l'AIMAC forme vraiment à tous les métiers de l'aviation civile. Dès que je quitte là tout à l'heure, j'ai à 9h un atelier qu'on fait depuis 2 semaines, où on continue de faire, définir les plans de formation professionnelle, par exemple, avec ce qu'on appelle l'APC, l'approche par les compétences. Donc c'est une école qui a de l'avenir, qui peut vraiment rayonner dans la sous-région et qui a ce qu'il faut pour réussir. Donc maintenant, les gens qui choisissent des métiers dans l'aviation ont un endroit où se faire former. Et pour même lancer un peu l'intérêt de cette école, on a créé un programme PIA, programme d'initiation aéronautique, réservé aux jeunes, c'est-à-dire des collégiens ou des gens même plus jeunes lycéens peuvent aller faire cette formation, s'initier. C'est juste une initiation à l'aéronautique. Donc ils vont à Thiès, ils voient les avions, ils font même un baptême de l'air si c'est nécessaire, et ça ne coûte pas cher. Donc j'invite les parents qui veulent créer des vocations d'envoyer leurs enfants là-bas pour s'initier à l'aéronautique. Donc ça s'appelle AIMAC, Académie internationale des métiers de l'aviation civile. Air Sénégal, pour terminer, en 30 secondes. Air Sénégal, il y a beaucoup de choses. Donc il faut déjà voir si c'est possible de récupérer, de rattraper cette compagnie pour empêcher la faillite. Parce qu'il faudra vraiment mettre de gros moyens. Mais moi, comme je dis, il faut changer de modèle. Le modèle n'est pas bon. Et comment faire? Il faut se rapprocher des États voisins et des anciens États d'Air Afrique, et même les États de l'IOMA. L'IOMA, c'est à peu près les anciens États d'Air Afrique. Bon, il manque les États d'Afrique centrale, ou la CEDEAO même, qui est plus proche. C'est la même superficie, 6 millions de kilomètres carrés à peu près. Et si on ne compte pas les gosses, on a à peu près la même capacité de faire, de marché et de population, donc de clients, que l'ancienne Air Afrique. Si on fait ça correctement, on peut sauver Air Sénégal. Donc si on mutualise, on fait la compagnie Air Afrique, mais juste pour l'Afrique. J'appellerais ça une sorte de low cost commune. Les compagnies qui marchent le mieux sont les low cost. Southwest aux États-Unis, Ryanair en Europe font des chiffres. Mais ces gens sont à 300 avions, 400, 500 avions. Donc si on veut exister à côté des grands, il faut changer de modèle. Donc il faut aller, que nos autorités prennent leur bâton de pèlerin, qu'ils aillent voir nos voisins et qu'on redevienne raisonnable. Parce que toutes les compagnies nationales, actuellement, dans notre sous-région, ont les mêmes problèmes. Elles sont en crise. Merci beaucoup, commandant Ahmed Seck, d'avoir répondu à nos questions ce matin. On a besoin d'un bon comité de conseillers comme vous et bien d'autres autour justement de cette compagnie pour la préserver. Merci Toumane, merci Ban, merci Alioune. Merci aux équipes techniques qui nous ont accompagnés également ce matin et à Extrême Collection qui m'a habillé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir dès 6h30 pour un nouveau Quinquelibar. Au revoir et bon début de journée à toutes et à tous. Such a shame.
gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line was left to be done. Avec l'application PMU Sénégal de la LONASE, jouer au PMU reste une affaire de grand.